Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode exceptionnel puisque nous sommes à Monaco à l'occasion des assises de la cybersécurité avec Maria Iacono. Bonjour Maria. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs No Limit Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, Maria, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Je suis Maria Iacono, directrice des assises de la cybersécurité. J'ai beaucoup de chance parce que, aux assises, depuis 25 ans, on arrive à faire converger les volontés de notre défense nationale en cybersécurité. J'ai cette chance depuis 6 ans parce que je suis arrivée, c'est ma 6e édition. Bien évidemment, ça ne vous surprendra pas, je n'ai pas fait toutes les 25 éditions. Mais vous savez quoi, il y a beaucoup de ciseaux, beaucoup de participants qui ont fait soit 25, soit 23, 24. Donc effectivement, il y a une belle énergie positive qui me motive dans tout ça. Alors justement, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les assises, est-ce que tu peux nous expliquer en fait quelles sont les particularités de cet événement ? Tout simplement, tous les mois d'octobre, ça tombe bien, c'est le mois de la cybersécurité comme vous savez, tous les mois d'octobre, ici à Monaco, nous réunissons le cœur du marché de la cybersécurité autour d'une même volonté, d'un côté amener donc nos CISO, nos RSSI, nos experts qui ont besoin de développer des projets en cybersécurité, donc en recherche de solutions existantes ou nouvelles. Et de l'autre côté, nous réunissons les pépites parmi les offreurs de solutions qui peuvent répondre à leurs besoins. Quelle est la particularité ? Il s'agit d'un événement one-to-one, pas un salon grand public. Notre modèle est inscrit sur l'importance de ces rendez-vous que nous mettons en place, que nous générons entre les deux entités. Et l'autre particularité, il s'agit d'un événement numerus clausus, c'est-à-dire que nous sélectionnons d'un côté les ciseaux, les experts avec leurs projets, par la qualité de leurs projets, et de l'autre, les pépites, les offreurs avec les meilleures solutions du marché. Oui, alors l'intérêt aussi de ça, c'est que ça permet d'avoir des conversations beaucoup plus ouvertes sur des sujets que tu ne pourrais pas adresser dans des lieux beaucoup plus publics. Et ça permet vraiment de discuter en toute confiance, en toute confidentialité avec les différentes parties prenantes. Avec une protection du format, bien évidemment, que ce soit dans nos outils de mise en place de l'événement, et aussi, comme Vladimir le disait, sur le côté vraiment enjeu logistique de comment les rendez-vous se passent. Oui, il y a même carrément des interventions qui sont interdites aux journalistes comme No Limit Sécu. Voilà, parlons-en, entrons dans le coup de gueule des journalistes. Alors, est-ce que je peux répondre ? Parce que je suis, moi, la première défenseuse, bien évidemment, des droits des médias et de la presse, et surtout la première à faire en sorte d'avoir des belles entités de presse qui viennent à Monaco. Qu'est-ce qui se passe ? Nos offreurs de solutions ont la possibilité, ici à Monaco, de présenter des ateliers. Souvent, ces ateliers sont des rétex, des moyens de pouvoir raconter aux pairs comment une crise s'est passée avec un client et de donner les do's and don'ts. Il s'avère parfois les directions corporate des clients de nos offreurs interdisent la présence de journalistes par peur. Vous savez que c'est encore un problème, libérer la parole, c'est encore un problème sur les crises et sur comment sortir de la crise. Pourquoi ? Parce que dans un monde, surtout aujourd'hui, où le contexte économique est assez tendu, on sait que déclarer des attaques ou des crises peut fragiliser l'image des sociétés. Il faut œuvrer pour qu'on puisse parler de plus en plus, parce que c'est en réalité, c'est en parlant, en partageant avec les pairs et aussi la presse, qu'on pourra faire en sorte d'améliorer le niveau de défense, parce qu'en apprenant des uns des autres, en apprenant par les autres qui tombent, on finira par moins et moins tomber. On tombera toujours, malheureusement. La presse peut être vraiment une force de résonance de tout cela. Je fais en sorte avec toute l'équipe de vraiment prêcher la bonne parole pour la presse auprès de nos offreurs en insistant sur votre possibilité de venir. La bataille n'est pas totalement gagnée. On s'est amélioré
quand même, mais la bataille est toujours là. Il y a une vraie tendance à l'amélioration, à la transparence. C'est plus une maladie honteuse d'avoir été compromis ou d'avoir eu un incident de Oui, cybersécurité. il n'y a pas que ça. Il y a également la liberté de parole totale, où je sais que moi je l'ai vécu l'année dernière avec mon retour d'expérience qui était avec la protection civile, sur un retour d'expérience sur l'avant JO et pendant les JO. Et en fait, le sujet, c'était que l'intervenant ne souhaitait pas que les journalistes soient présents parce qu'il voulait vraiment pouvoir tout dire, à la fois critiquer des choses, à la fois avoir une liberté de parole totale. Et il avait un petit peu peur que des journalistes puissent reprendre certaines phrases, certaines choses qu'il allait dire et le citer dans des articles. Donc il avait une appréhension là-dessus, ce que je peux comprendre. Mais j'essaie toujours de regarder le verre à moitié plein. Bien évidemment, je vous ai déjà dit, nous œuvrons pour faire comprendre davantage ces besoins. Il est vrai aussi que le programme des assises est tellement riche, parce que nous avons environ 120 ateliers, plus les tables rondes, plus les keynotes, que je pense que globalement, nos invités de la presse peuvent trouver de quoi faire, de quoi être enrichis par les échanges ici quand même. Puis il y a également aussi un travail de notre part pour essayer de faire comprendre aux intervenants que les journalistes sont intelligents et ne vont pas non plus sortir des petites phrases comme ça pour créer des problèmes avec les intervenants. Donc il y a aussi un travail de notre part de sensibilisation vis-à-vis des intervenants. Enfin, quand je dis notre part, c'est nous les exposants. Mais on touche effectivement encore un sujet problématique pour la cybersécurité. Tout n'est pas résolu aujourd'hui. On ne serait pas là sinon. Alors chaque année, il y a un thème aux assises. Quel est le thème de l'édition 2025 et comment l'avez-vous choisi et surtout quels sont les thèmes qui n'ont pas été retenus? Alors, c'est Vladimir qui va répondre, Ah non, moi, alors qu'il n'est pas dans l'organisation. J'ai surtout une question parce qu'en plus Vas-y. c'est les 25 ans. Ah oui, donc c'est 25 ans, 2025. Ouais, il y a beaucoup Gros sujet. d'étoiles qui se sont alignées, de planètes pardon, qui ne se sont pas alignées. Alors, revenons au début. Donc effectivement, 25 ans. Quand on a accès sur l'organisation de cette édition, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire de ces 25 ans? Alors, la première partie pris a été celui de dire, c'est pas les 25 ans des assises. Ça va être des 25 ans, un anniversaire de la communauté. Les assises vont toujours être là, en repli. C'est vraiment la communauté qui va fêter, qui va célébrer. Donc, on a toujours fait en sorte de ne jamais dire 25 ans des assises, c'est vraiment déjà la communauté. Donc, ça, c'était le premier parti pris. Le deuxième était celui de dire il ne faut pas rester dans une édition célébrative. C'est très important de célébrer, de regarder ses succès parce que c'est par le chemin accompli que la communauté s'enrichit. Mais il ne faut pas louper l'objectif. L'objectif, ce n'est pas celui de faire la fête, tout simplement. L'objectif, c'est de tourner, voir les apprentissages pour aller vers le futur. Et c'est pour ça que le thème retenu a été futur. Qui a eu des corrections? Parce que tu me demandais qu'est-ce qui n'a pas été retenu. Le thème retenu, c'est futur avec un S, comme une faute en français, mais en vrai, ce n'est pas une faute. C'est parce qu'avec ce S, on veut dire que c'est fini le monde où il y a un seul futur. Il y a diverses facettes d'un écosystème à étudier en détail, en profondeur, pour comprendre quel futur technologique, quel futur géopolitique, quel futur dans la réorganisation des entreprises, quel futur dans le contexte économique. Donc il y a eu cette multifacette qui ont été dessinées et donc futur a été abandonné et c'est futur avec un S qui a été validé. Et d'ailleurs, cette année aussi, il y a une particularité, c'est qu'il y a une co-présidence pour les assises. Effectivement, encore pour accompagner, surfer vraiment sur cette intelligence collective de la communauté. Tous les ans, nous choisissons une personnalité clé du terrain, donc parmi les ciseaux, qui peut nous permettre de comprendre les problématiques plutôt conscience scientifique, un peu de nous dire, voilà, le terrain au quotidien de notre communauté d'ingénieurs, quelles sont les problématiques. Donc habituellement, c'est un président, une présidente. Et cette année, nous avons choisi un duo, un duo emblématique, Loïs Samin et Odile Dutil, parce qu'on voulait vraiment vraiment parler à 360 à toute la communauté. Ce qui est drôle, les gens ne le savent peut-être pas, mais Odile et Loïs ne se connaissaient pas avant que je leur propose d'être coprésident. Et pour moi, c'était un vrai challenge parce que dans une coprésidence, c'était la première fois d'ailleurs qu'on le faisait, il était important qu'il y ait un match humain qui se passe qui ait une entente pour choisir les thèmes, développer il y avait beaucoup de choses et
choisir des personnes qui ne connaissent pas dans la communauté, ce n'était pas évident. Mais des deux personnalités, je sentais qu'il y avait un ADN commun, des acromes crochus qui auraient pu se mettre en place. Et quand je les ai conviés ensemble à un déjeuner pour lancer les idées, ça a fusionné en fait. Et voilà, et c'est une belle coprésidence qui s'est faite. En termes de PCA aussi, c'était une bonne idée puisque Loïs, on va le féliciter pour sa paternité qui l'empêche d'être présent aux assises. Notre cher président, il a eu la bonne idée d'avoir un enfant pendant les assises. Donc effectivement, il n'est pas sur place ici aux assises. J'ai eu un très long moment de déni face à cette nouvelle quand il m'a annoncé ce qui était bien évidemment et ce qui reste une bonne nouvelle. Arthur est né il y a 3 jours. Il se porte bien, la maman aussi. La petite famille se réjouit. Et Héloïse, en vrai, plus sérieusement, il n'est pas là. Et c'est bien qu'il ne soit pas là parce qu'il fait la preuve, il donne la preuve d'un engagement humain d'habitude. Il est père. Et du coup, il y a des moments où il faut choisir de repenser à son propre foyer, noyau familial. Et donc, il nous manque, mais il a tellement travaillé pendant toute l'année en nous aidant en tout ce qui était faire mobiliser la communauté, le choix du thème, l'orchestration de tous les contenus autour de cela, qu'il a quand même accompli le job. Et félicitons le petit Arthur qui est arrivé dans le monde il y a 3 jours. Tu parlais de définir des thématiques, d'organiser. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle, peut-être le rôle de l'organisation, leur rôle, comment est-ce que tout cela fonctionne ? Alors, grosso modo, nous construisons notre programme de contenu avec le président, la présidente ou les coprésidents, peu importe, mais aussi avec, en tout, nous avons 40 membres de la communauté qui nous aident à structurer, à travailler autour des sujets clés pour eux. C'est quoi le concept ? Le concept est de se dire, les infos doivent remonter de la communauté. On doit savoir quelles sont les problématiques des ciseaux et à nous, organisation, de structurer et d'organiser. Quand on a accès, on a compris que le thème majeur était justement futur, mon travail a été celui de dire, OK, maintenant, comment on orchestre d'un point de vue éditorial ce futur ? Ici, à Monaco cette semaine, pendant ces 3 jours, vous verrez tout un parcours thématique autour des, justement ce que je vous disais, les diverses facettes du futur. Donc vous allez avoir des tables rondes qui axeront plutôt sur la technologie, le futur technologique, les réorganisations des entreprises, le contexte géopolitique, toutes ces facettes dont je vous ai parlé, jusqu'à retomber sur une table ronde qui revient au rôle du ciseau dans ce futur. Quel est le job du ciseau dans ce... Donc on a structuré tout ça et le moment important a été celui de faire en sorte que dans chacune de ces présentations, on garde en tête que le sens de la cybersécurité doit rester celui d'être au service des métiers, de la production d'entreprises. Ne pas se perdre dans ce vol vers l'avant, dans cette projection de futur, ne pas oublier d'où on vient. Et donc, à partir de cette construction éditoriale, on a, avec la communauté, choisi les interventions, fait en sorte de structurer toute cette partie. En parallèle, nous organisons aussi 4 keynotes présentées par des offreurs de solutions. Pareil, ces keynotes sont axées autour du thème. Donc, nous travaillons, je travaille très près avec les sociétés qui sont élues, choisies pour ces 4 keynotes, choisies avec toujours les 40 experts qui font partie du board qui nous aident. Et on travaille avec eux pour faire en sorte que chacune des présentations des keynotes puisse être le plus répondante aux besoins du CISO qui sera enfin assis en salle. Et je suis très contente. On a eu une belle keynote ce matin pour démarrer la journée qui a été très passionnante. Alors, c'est un travail qui a l'air très, très intéressant. Et si on veut participer, vous aider, par exemple, à définir les thématiques, l'organisation, choisir des intervenants, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité ? On se parle au cercle, par exemple, et dans ces moments d'échange, nous nous enrichissons, bien sûr, de vos propositions, bien évidemment.
on ne veut pas être uniquement porteur des messages des ciseaux, c'est le nerf de la guerre, mais dans un écosystème à 360, chaque partie est prenante et donc toutes les propositions, d'ailleurs, les propositions de thèmes qui sont vraiment construits et tout ça, nous écoutons bien évidemment aussi nos offreurs de solutions qui nous remontent. Il ne faut pas oublier, parce que je sais que les assises sont axées toujours et beaucoup autour du rôle du ciseau. C'est important, c'est le nerf de la guerre. Mais il ne faut pas oublier qu'en cybersécurité, les solutions, je fais un doublement exprès, les solutions viennent des offreurs de solutions. Il y a 2 ans, je me rappelle, j'assistais pas aux assises, j'ai assisté à un rétex d'une attaque que je ne citerai pas. Et j'ai, moi, posé la question à la fin en disant, mais en fait, on est en train de voir qu'est-ce qui s'est mal passé à ce niveau-là, mais votre expérience avec vos prestataires, vos frères, comment ça s'est passé? Et la réponse, je me rappelle, c'était excellent. Rien à dire, c'était génial. Mais il faut le dire alors, c'est là. Parce que sans partenaire, sans offreur de solution, en fait, on ne serait vraiment pas là. Dommage que vous ne m'ayez pas sollicité cette année, parce que si on parlait de futur, je vous aurais parlé de permaculture et de creuser des puits et filtrer son eau, mais bon. C'est jamais trop tard, il y a encore 2 jours d'événements. Alors justement, tu parlais d'offreurs, et donc sous-entendu les offres, les produits et donc l'innovation. Et ça me permet de rebondir sur le prix de l'innovation, qui est quand même un sujet important des assises. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est la pépite des assises. C'est vraiment... Alors, qu'est-ce que c'est le prix de l'innovation? Depuis beaucoup d'années, plus de 18 ans, aux assises, donc bien avant que j'arrive, aux assises, on fait un travail de recherche, appel à projet des nouvelles startups en cybersécurité. Le but étant quoi? Étant de leur donner la possibilité dans ce prix, à la fin, de gagner un stand aux assises, ce qui est une belle promesse, comme vous imaginez, une grande valeur, non seulement en termes de finances, mais aussi en termes d'opportunités, parce qu'on est au cœur des assises. Et donc, tout ce travail, on le fait pour détecter, dénicher les talents, les nouvelles pépites, comme je disais. On dirait, ah ouais, tout ça pour un seul stand d'Infinet. Non, parce qu'en fait, certes, il y a ce stand qui est attribué aux gagnants du prix, mais en vrai, il y a un énorme travail fait auprès des startups que nous réunissons. Pourquoi? Parce qu'à Paris, au mois de juin, à notre journée du cercle, nous mettons en place toute une journée où ces startups ont la possibilité de pitcher devant des fonds d'investissement. Nous réunissons, grâce à un travail de partenariat de Ryder & Davis, nous réunissons 60 représentants de fonds d'investissement spécialisés dans la cybersécurité qui viennent écouter les pitchs de toutes ces startups, le but étant de les faire rebondir, parce que l'innovation, c'est bien beau, mais il faut des sous pour la faire. Et Vladimir, tu en sais quelque chose, parce que tu as fait beaucoup de parcours du combattant. Vladimir a été une pépite qui a fait un beau chemin par le prix, et je te laisserai parler de ton expérience. Non mais oui, tu parlais du fonds d'investissement, mais moi il y a d'autres choses très très intéressantes par rapport au prix de l'innovation. Déjà, le fait de construire le dossier, de répondre, ça oblige à se concentrer, à faire un truc assez cadré, à se poser la question de comment est-ce que je présente ma solution, comment est-ce que je construis un dossier qui soit à la fois succinct et suffisamment détaillé pour expliquer mon innovation. Après, même si on est refusé sur dossier, les réponses sont assez détaillées et expliquent les raisons du refus. Et ça permet également de gagner en maturité. Et il y a également, donc tu parlais des fonds, mais toute la visibilité, parce qu'on vient pitcher. Alors quand on est sélectionné, quand on arrive en finale, on pitch quand même devant un parterre de RSSI et d'experts du domaine. Donc ça, c'est une mise en lumière assez incroyable. Et effectivement, après, si on gagne, c'est une encore plus grande mise en lumière. On a un stand, on est assez visible, on fait un atelier. Enfin, c'est assez incroyable. Donc au final, même si on n'est pas sélectionné sur dossier, ça rapporte énormément de choses, énormément de maturité. Ça permet de faire croître son entreprise et son expérience. Avant de terminer, on va parler du before. Alors, le before est un avant événement des assises, comme son nom le dit. Grosso modo, avant les 3 jours des assises, nous réunissons 150 invités, donc
CISO, 150 CISO, et une vingtaine de représentants de solutions de cybersécurité. Le format étant une journée d'échange de contenu. Donc là, on oublie le modèle des assises des one-to-one et du business. L'idée est de travailler sur 6 sujets clés qui inquiètent la communauté pour faire en sorte d'en sortir avec des recommandations pour la suite. Des recommandations très pratiques. Si on a trouvé des problèmes, c'est qu'il faut s'engager à en trouver les solutions. Le before, donc, se fait dans un format un petit peu à part. Donc, en amont des assises, se fait à l'hôtel Méridien. Et donc, il y a 6 salles qui tournent en parallèle pour avoir des travaux, qu'on appelle les commissions, pour avoir des travaux, et dont les recommandations sont partagées lors du cercle de fin novembre, de fin d'année, à l'ensemble de la communauté. L'idée, bien évidemment, dans l'ADN des assises, c'est pas du tout de faire quelque chose d'exclusif entre crème de la crème. Bien au contraire, c'est plutôt d'avoir des jus de cerveau qu'on rince, qu'on presse en amont des assises pour que toute la communauté puisse en profiter. Alors je vais tout de suite casser les idées reçues qu'on pourrait avoir suite à ce que vient de dire Maria, en se disant ah oui mais ça c'est la présentation dans les faits, c'est juste des gens qui se réunissent pour aller au restaurant et faire la fête. Parce que très honnêtement, moi j'ai été invité l'année dernière pour la première fois au Before et effectivement je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va être le Before. En plus j'ai vu les thématiques, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas intéressant. J'ai été sur une thématique qui était sur la chaîne d'approvisionnement, la supply chain et les problématiques que ça pouvait induire vis-à-vis des RSSI. Et pareil, je me suis dit avec mes préjugés un peu cons, oh, c'est inintéressant, c'est pourri, voilà. Et je suis arrivé et en fait les problématiques qui ont été énoncées étaient hyper intéressantes. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et avec l'atelier, même moi j'ai trouvé des solutions avec le groupe. On a trouvé des choses hyper intéressantes pour répondre à toutes ces problématiques. Donc au final j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Donc la partie atelier, travail en commun sur ces thématiques. Mais du coup, quelles étaient les 6 thématiques cette année ? Alors, on pourrait passer toute une heure pour parler du Before. Je vais résumer grosso modo. On partait beaucoup sur les problèmes, bien évidemment, géopolitiques, le contexte en tension. Toute une deuxième partie était consacrée aux réorganisations des entreprises au niveau international suite au chamboulement de la guerre économique. Ensuite, on a parlé beaucoup de fraude, les nouvelles fraudes, les nouvelles technologies autour de la fraude et la réglementation qui s'approche en relation avec cela. On a beaucoup parlé de solidarité en cybersécurité, non pas pour faire du bien, mais parce que il faut absolument enchaîner, mettre en place des solutions de solidarité vis-à-vis justement de tout ce qui est acteur de supply chain, parce que ce n'est pas en protégeant uniquement le grand groupe qu'on va y arriver en cybersécurité, c'est en étant solidaire et en apprenant à l'ensemble du réseau, du tissu économique à se protéger. Donc c'était une très 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 grosse commission là-dessus. Là, ensuite, on passait à des sujets qui sont plutôt axés sur la culture de responsabilité en entreprise. Donc, je parle de ce qui est sensibilisation des collaborateurs. Hein. Je vous rappelle, je suis malheureusement un petit peu trop fatiguée pour sortir des chiffres ce matin, mais une des sources majeures encore aujourd'hui de faiblesse, de fragilité de nos entreprises, c'est nous, les collaborateurs, qui... il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, il y a eu toute une commission qui a travaillé sur comment mettre en place des nouvelles méthodologies de sensibilisation des collaborateurs qui sont un petit peu la brèche dans nos organisations. Et enfin, last but not least, on a conclu avec une commission qui était comme un pont, qui crée un pont d'échange avec le programme de contenu des assises, parce que là, cette commission travaillait sur la valeur de la cybersécurité. Donc, comment les CISO doivent apporter de la valeur au métier, au business, et quelles sont les méthodes pour accéder davantage à cette valeur. Donc, transformer la cybersécurité de coût à valeur pour l'investissement et donc valeur pour l'entreprise. Et l'année dernière, les résultats consolidés de tous ces travaux ont été publiés sur le site sous forme d'une espèce de livre blanc. Est-ce que ce sera également le cas cette année ? Toujours, et donc on a une petite course post-assise justement de finaliser ce livre blanc que je serais très heureuse de partager au prochain cercle. On pourrait faire un épisode No Limit Sécu à ce sujet. Mais allons-y, c'est parti. Allez, le rendez-vous est pris. Je suis toujours partante. Super. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin, Maria ? Merci à toute la communauté. Merci, je suis
personnellement touchée par l'attachement de la communauté. Je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais il y a eu un très important préavis de grève qui avait été posé en amont des assises le 18 septembre. Et donc, j'ai bien évidemment travaillé, c'était ma crise à moi, c'était la crise des assises. Donc on a travaillé pour avoir beaucoup des plans d'urgence en parallèle que je ne détaillerai pas parce que ce n'est pas intéressant. Grosso modo, c'était d'autres déplacements prévus alors que les avions, au cas où les avions seraient restés au sol. Donc tout un gros dispositif de déplacement en train, grosso modo. Pourquoi je voudrais parler de ça ? Parce que dans cette période de préparation avec le préavis de grève, j'ai pu ressentir l'attachement de la communauté. Certes, les gens étaient inquiets, mais surtout, ils nous ont beaucoup fait confiance et coûte que coûte, ils seraient venus. Et donc, je suis vraiment personnellement touchée par ça. La seule chose qui peut gâcher les assises, c'est la météo, c'est pas les grèves. Même pas. Tu sais pourquoi ? L'année dernière, on a eu notre soirée d'ouverture avait été très troublée par la météo parce qu'on devait ouvrir l'événement sur les plages du Méridien et la météo nous a tout gâché. Maintenant, nous faisons nos soirées uniquement à l'intérieur. Donc la météo, on s'en tape. Vous allez me dire, mais c'est tristounet quand même l'État. Non. Parce que nous travaillons avec nos prestataires monégasques, notamment avec le Grimaldi Forum et l'Hôtel Fairmont, qui nous ont aidés à faire en sorte que les nouveaux espaces qui sont proposés par le Grimaldi Forum suite aux travaux mastodontes qui ont été faits puissent promettre une belle fédération de l'équipe et de l'équipe des assises, de la communauté des assises, au sein de la soirée d'ouverture. Et le thème était l'Italie, Benvenuti in Italia, un petit thème pas du tout personnel, bien évidemment, mais qui a été dessiné pour fédérer et accueillir chaleureusement l'ensemble de nos participants. Donc, la météo ne nous gâchera pas la fête, même en avenir. Et pour le côté plaisir, parce que bien évidemment, tout le monde aimerait, le ciel est plaisant pour tout le monde, mais nos prestataires, la force de nos prestataires, nous fait en sorte qu'on répond aux besoins de la communauté coûte que coûte. Eh bien Maria, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Merci aux contributeurs. Vladimir, oui. C'est l'heure de la Minute Fail. Et oui, alors ça tombe bien, ça enchaîne avec ce que disait Maria sur le fait d'avoir un plan de reprise d'activité ou de continuité d'activité, parce que j'ai déclenché un PRA sur mon infrastructure en faisant mes slides pour mon atelier d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, hier soir, donc, comme j'avais beaucoup de travail, j'avais pu commencer mes slides pour aujourd'hui qu'hier soir. Et j'avais besoin de capture d'écran et d'informations sur le client sur lequel on fait un retour d'expérience. Et donc, je m'authentifie sur la plateforme. Et là, erreur 500, plus rien ne marche. Donc je déclenche l'astreinte, j'appelle les collègues, etc. Et en fait, l'histoire, c'est que plus rien ne fonctionnait. Parce qu'en fait, on a fait un clone de la production pour faire des tests, du debug, etc. Et le script qui devait supprimer ce clone de la production a détruit toute la production, a effacé toute la production. Donc en urgence, je crois qu'il était 20h, 20h15, on a lancé un PRA, on a recruté les backups du matin, on a tout reconstruit et en 45 minutes c'était réglé. Donc tu vois, ça a fait un joli test de PRA fonctionnel. Donc heureusement on a pu tout reconstruire avec très peu de pertes de données au final. Félicitations. Patrol, ils sont arrivés avec le prix de l'innovation. Ils représentent la nouvelle génération vraiment parmi les startups qui arrivent dans le métier. Mais en vrai, ils ont vraiment une vraie preuve de résilience qui est le pilier depuis 25 ans en cybersécurité. Je ne suis pas du tout surprise de son efficacité. Donc bravo à Vladimir et à toute l'équipe de Patrol. Bravo Vlad. Et encore merci Maria. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.